quoi, Sophie-Claude? Bonjour Alexis Wadja. Aujourd'hui, on va aller en deuxième partie de l'émission au musée McCord. Oui, pour l'exposition sur les wampum, on a eu une visite guidée spéciale avec Jonathan Lainé. Ça va être vraiment intéressant. Oui, c'était vraiment le fun comme visite. C'était l'exposition sur les wampum. Faut aller la voir. Ah oui. En premier, on va commencer la première section de l'émission avec deux invités qui ont fait une expédition au mont Wapishka. Uh-huh. Puis, ça a inspiré un documentaire. Dans le fond, l'expédition était aussi un tournage de documentaire. Donc, le projet Wapishka. Uh-huh. Donc, c'est ça. C'était une expédition interculturelle documentaire, donc à la rencontre du peuple Innu et du Nitassinan de Pessamit. Ils étaient 17 participants. Il y avait des Inuits et des Allochtones, donc des personnes non autochtones, qui sont allés ensemble à la découverte du territoire ancestral Innu, mais certainement à la découverte de l'un l'autre. Oui, c'est sûr. Donc, on reçoit Geneviève Achini, une membre Innu de Pessamit, qui était dans l'exposition, et Marie-France Lécuyer, qui est la réalisatrice de ce film-là et une des instigatrices de ce projet. Quoi à vous deux? Quoi? C'était en cœur, ça, c'est merveilleux. Donc, écoutez, merci beaucoup d'être présente pour nous parler de ce projet-là, de ce documentaire-là. Moi, la première question que je vais vous poser, dans le fond, vous avez eu Marie-France, vous avez eu une subvention pour faire ce projet-là et faire un documentaire. Pourquoi est-ce que c'était important de faire ça avec des Autochtones en territoire autochtone? En fait, à la base, le projet Wapishka, c'est vraiment une initiative citoyenne, puis une initiative, en fait, de rapprochement entre autochtones et allochtones. Donc, ça allait de soi à partir du moment où on a eu cette envie de faire une expédition dans les monts Wapishka, ça allait de soi que ça allait se faire en collaboration avec des membres de la communauté Innu de Pessamit, parce que ce massif de montagnes-là est situé sur le Nitassinan des Inuits de Pessamit. Comment on l'appelle donc en langage colonial, ce massif-là? Les monts Grou, en fait. Les monts Grou. Oui. Donc, ces montagnes-là sont plus connues sous le nom des monts Grou, mais on essaie d'intégrer davantage les monts Wapishka. C'est évidemment significatif pour nous que dans le cadre du projet, on utilise le terme en Inuimun. Mais donc, c'est ça, à la base, l'idée de ce projet d'expédition interculturelle, ça voulait une initiative de rapprochement, de rencontre, et on partait avec la prémisse que cette grande aventure-là, une expédition hivernale qui allait s'étaler sur 5 jours, ça allait révéler en quelque sorte un espace propice à la rencontre, au partage, au rapprochement, puis ultimement à une forme de réconciliation. Est-ce que vous connaissiez bien les Autochtones avant ce projet-là? Est-ce que les non-Autochtones participants à l'expédition avaient reçu une forme de formation interculturelle ou c'était quoi leur lien avec les membres Innu? En fait, moi, je serais portée à répondre à votre question en 2 temps, c'est-à-dire que moi et l'autre instigateur du projet, David Bélan, on réalisait qu'on en connaissait très peu, en fait, sur les Inuits, et c'est de là qu'est partie l'idée de faire ce projet, c'est-à-dire que nous deux, à l'hiver 2021, donc 2 ans plus tôt, on avait fait la traversée hivernale des monts Wapishka. Et puis, a émergé de ça une réflexion suite à la rencontre d'un jeune Innu qui travaillait à la station Wapishka, donc l'espèce de camp de base, si on veut, qui sert aux randonneurs été comme hiver. Donc, suite à cette rencontre-là, c'est un peu comme ça que le projet est né, au sens où ça a engagé toute une réflexion sur le fait qu'on occupe ce territoire-là à des fins récréatives, que nous, allochtones, on y va, c'est un terrain de jeu pour les amateurs de plein air, mais qu'on ne peut pas vraiment prétendre aller à la rencontre d'un territoire si on ne va pas à la rencontre des gens qui l'occupent depuis des millénaires, finalement. Donc, ça a suscité des questionnements, une curiosité, une envie d'aller à la rencontre des Inuits, et c'est un peu de cette réflexion-là qu'est né le projet d'expédition interculturelle. Et donc, les gens qui ont été recrutés
pour participer au projet. Notre première rencontre a eu lieu sur le Nitassinan, mais donc au camp traditionnel Innu Kanapeut, chez la famille Canapé. Et c'était en fait notre premier week-end ensemble. Physiquement, il y avait eu quelques rencontres préparatoires en virtuel, mais là, on se retrouvait tous ensemble sur le territoire ancestral, le territoire de la famille Canapé, pour un week-end qui allait à la fois mélanger une initiation au plein air en hiver, donc avec une approche très moderne, puis peut-être plus allochtone, justement, des activités sportives et de plein air et d'expéditions hivernales, mais aussi tout un volet plus traditionnel où on faisait des activités vraiment axées sur la culture traditionnelle Innu. Il y a eu aussi l'équipe de l'organisation Washashkudwan qui est venue nous offrir une formation sur les réalités autochtones, sur l'histoire des peuples autochtones aussi. Donc, ce premier week-end-là mettait vraiment la table pour que tout le monde, on parte avec tous les mêmes bases, d'une compréhension, d'une sensibilisation, puis de déjà progressivement créer des ponts. Il y a eu des cercles de parole, ça a donné lieu à des partages vraiment intéressants. On a préparé de la bouffe traditionnelle ensemble, on a vu comment installer des collets dans la forêt, on a fait une tente de sudation. Vraiment une foule d'activités qui permettaient aux Allochtones du groupe une immersion dans la culture traditionnelle Innu, qui permettait aussi aux Inuits du groupe de vivre cette proximité-là avec leur culture, mais aussi d'aborder toutes les questions finalement liées à l'histoire, au passé, qui nous a longtemps divisés pour qu'on puisse tous s'exprimer sur ces questions-là, puis se défaire peut-être d'une part de culpabilité, de certaines craintes qui pouvaient rester, parce que c'est ce premier pas-là qui est souvent le plus difficile. Il y avait de part et d'autre une certaine gêne, des malaises, des craintes, certaines idées préconçues. Des deux côtés. Geneviève Achini, de votre côté, c'était quoi votre intention puis votre motivation à participer à cette expédition-là? Ben moi, mes motivations et mes intentions, pour quelles raisons est-ce que... Tu sais, moi, j'ai entendu parler du projet Wapshka, tu sais, c'est sorti sur les réseaux sociaux, mais c'est quand même quelque chose que je connaissais parce que, en fait, l'autre cofondateur, David Bélan, est un ancien collègue de travail, puis ça a donné que, justement, j'ai eu connaissance de cette initiative-là dès... je n'irai pas jusqu'à dire dès le jour 1, mais quelques mois après, moi, j'ai eu l'occasion justement d'entendre ce projet-là. Et, tu sais, sur le coup, tout de suite, c'est sûr qu'à un moment donné, tu te dis, OK, c'est une traversée, c'est une expédition de plusieurs jours en hiver. Mais en même temps, les raisons pour lesquelles qu'on le faisait étaient vraiment de belles raisons. C'est pour moi, puis ça dure quand même depuis un certain temps. J'ai été à l'extérieur pour les études. La discrimination au secondaire, je l'ai vécue aussi. Mais je trouvais mais tu sais, j'ai espoir dans l'humain. J'ai espoir dans l'humain dans le sens que ce rapprochement-là, la baisse de discrimination, c'est quelque chose qui m'a toujours habité. Et le fait de participer à un projet comme celui-là, je trouvais qu'il y avait du concret. Mais comme Marie-France dit, dans le cadre de mon travail, c'est des choses que je peux faire. Mais comme citoyenne, je trouvais que c'était quand même une belle occasion de faire valoir, oui, notre culture, mais aussi de promouvoir un peu ce rapprochement-là entre les peuples, cette réconciliation-là. Puis cette guérison aussi, en fait. Quel est votre travail, par curiosité? Là, présentement, je travaille pour la CDRH. Je suis plus en employabilité, mais on offre également des ateliers de sensibilisation culturelle auprès d'employeurs. Fait que c'est quand même quelque chose que je peux toucher, comme je vous le disais, dans le cadre de mon travail. Puis l'expérience d'aller comme ça avec des personnes pour essayer de faire un rapprochement interculturel sur le territoire, sur le Nitassinan, même on pourrait quasiment dire dans le Nutchimit, est-ce que c'est quelque chose qu'il faudrait reproduire? Comment faudrait peut-être le reproduire si on le reproduit? C'est sûr que le projet Wapshka, puis je pense que Marie-France va être d'accord avec moi, ça a été un gros projet. C'est sûr que
de le reproduire de la même façon, ce sera pratiquement impossible. Mais je pense qu'il y a des occasions, se créer des occasions justement de rassemblement. Puis le projet Wapshikat, dans la beauté de la chose, c'est vraiment c'est quelque chose qui s'est fait sur le territoire, ce qui a été vraiment quand même quelque chose de spécial. C'est une reconnexion avec le territoire et nous étions 17 quand on est parti, on est venu 17, je vous rassure, mais... il n'y a personne qui a été laissé derrière, là. Non, il n'y a personne qui a été laissé derrière. Mais on était comme dans un environnement, on était 5 jours ensemble, pratiquement 24 heures sur 24, dans un espace où est-ce qu'il y avait beaucoup de bienveillance, beaucoup de respect, beaucoup d'entraide. Et c'est sûr qu'avec ces valeurs-là mises de l'avant, oui, le rapprochement entre les gens était quasiment... c'était ce qui était souhaité, mais c'est clair que c'est quelque chose qui est arrivé. On était là avec toute notre vulnérabilité, tout le monde au même pied, tout le monde de façon égale. On était vulnérables, tout le monde ensemble. Et c'est ce que ça a donné. Ça a donné justement des échanges réels, vrais. C'est quelque chose qui a été beau. Est-ce que, suite à ces échanges-là entre les 17 participants autochtones et non autochtones, entre vous, il y a des liens qui se sont créés, il y a des rapprochements qui se sont créés, mais est-ce que vous avez ramené quelque chose dans la communauté ou est-ce que d'autres personnes en bénéficient, tant pour aussi du côté des non-autochtones, est-ce qu'il y a d'autres personnes qui bénéficient de cette rencontre-là? Est-ce que c'est quelque chose qui donne suite, qui est plus grand que pour les 17 participants? Mais tellement, je pense que c'était là aussi l'intérêt de faire un film documentaire sur ce projet-là pour pouvoir mieux communiquer cette histoire-là, la transmettre, inspirer les gens, puis les inviter ultimement aussi à être sensibilisés, à être engagés dans une réflexion, puis à poser peut-être un geste concret dans leur communauté pour aussi se rapprocher, aller à la rencontre de l'autre, s'ouvrir, s'intéresser, poser des questions, puis entamer le pas dans cette marche-là sur le chemin de vous parliez plutôt, rapprochement. Marie-France, vous parliez de culpabilité. J'aimerais que vous parliez un peu plus de quelle culpabilité est-ce qu'on parle au juste? Ben en fait, comme à l'Autochtone, il y en a une culpabilité, qu'elle soit consciente ou non, qui nous habite quand on souhaite faire ce pas-là parce qu'on est conscient de l'histoire, du passé, de tout ce qui nous précède. Puis je pense qu'on porte ça. En tout cas, moi, je vais parler pour moi. Je peux pas généraliser pour tous les Allochtones, mais je me suis rendu compte que malgré ma grande ouverture, mon empathie, tout respect, la curiosité saine aussi, cette envie d'aller à la rencontre de l'autre, il y avait certaines craintes de pas dire la bonne chose, de pas poser le bon geste, d'être un peu maladroite, de pas savoir comment ça allait être reçu, de pas savoir si c'est ce que l'autre souhaite aussi. Donc, il y a comme une espèce de flou, de malaise, de gêne qui est là à la base, je pense. Et puis rapidement, on se rend compte qu'on est tellement plus semblables que différents. On se connecte à notre humanité, on partage beaucoup de choses. C'est comme ce pas-là, le premier est le plus difficile, mais rapidement, il y a des barrières qui tombent quand on connecte finalement cœur à cœur puis humain à humain. Là. Geneviève Achini, est-ce que pour toi aussi, juste en terminant, est-ce que tu as senti aussi ce désir de rapprochement-là? Est-ce que tu sentais qu'il y avait une culpabilité qui tombait au fur et à mesure du projet? Ben, une culpabilité qui tombait, oui, mais tu sais, c'est aussi notre rencontre, comme Marie-France dit, c'est aussi notre rencontre qu'on est des humains et que, oui, il y a des choses qui nous rapprochent, mais on était là quand même, toute la gang, on était quand même là pour les mêmes raisons. Il y a justement ce sentiment de vouloir changer, d'être un acteur de changement dans nos relations aussi interculturelles, de montrer ce désir de vouloir montrer l'exemple. Moi, ça a été vraiment ça. Ça a été comme tenter quelque chose pour faire une différence. Je pense que c'est vraiment que tout le monde dans le groupe
c'est quelque chose qui nous habitait beaucoup. Puis c'est vraiment ça qui nous a fait justement avancer dans tout ça. C'est sûr qu'il y avait d'autres motivations en tant qu'INU. La découverte du territoire, la reconnexion avec ma culture. Il y a tout ça aussi qui venait... qui m'allumait beaucoup dans ce projet-là. Mais justement, les échanges interculturels, les échanges d'humain à humain, ça aussi, ça a été quelque chose de vraiment magique. Ouais. On va prendre une petite pause musicale. Donc, on va aller écouter Elisapi avec Douce nuit, sainte nuit, en Inuktitut, bien sûr. Alors, c'est la douce voix d'Elisapi qui nous chantait Douce nuit, sainte nuit en Inuktitut. On est de retour avec Marie-France Lécuyer, réalisatrice du film Le Projet Wapishka, merci, je m'excuse aux Inuits, et Geneviève Achini, membre de la nation Innu de Pessamit. Quand on regarde le film, on l'a regardé, moi puis Sophie Claude, il y a un aspect quasi mystique avec le thème musical qu'on a choisi, où on va vers le territoire entrecoupé justement d'entrevues, de commentaires sur
les participants qui partagent leur expérience au fur et à mesure qu'on avance sur le territoire dans l'expédition avec les différents obstacles aussi qu'il peut y avoir. Est-ce que cette volonté de montrer quelque chose de mystique à la rencontre des Inuits, c'était un peu de montrer ça. En tout cas, c'est le sentiment que j'ai reçu, moi, quand je l'ai écouté. Est-ce que c'était un peu cette volonté-là de montrer ça, puis de refléter l'expérience quasi mystique qui a été la rencontre des Inuits du territoire pour une non-autochtone? C'était... Je sais pas si on peut parler de mystique, mais forcément qui a eu une dimension de rencontre un peu spirituelle avec le territoire, évidemment. Mais à la base, l'intention dans la construction du film était de sortir des codes plus traditionnels du film d'aventure, c'est-à-dire un récit où on est d'une journée à l'autre dans des éléments plus factuels, où on raconte vraiment l'expédition. Il y a eu cette volonté de prendre une distance par rapport à ces codes-là narratifs, puis de mettre d'abord l'emphase sur le témoignage, en fait, de donner la parole aux 14 membres de l'expédition. On parle de 17 depuis tout à l'heure parce qu'on était 3 là, dans l'équipe de tournage, mais donc de donner la parole aux membres de l'expédition pour qu'ils nous racontent leur expérience, leur vécu et que l'accent soit vraiment mis sur l'humain, sur l'aventure humaine. Donc, c'est sûr que ça donne une manière de raconter l'aventure assez différente de ce qu'on a l'habitude de voir dans les films d'aventure. C'est important aussi qu'il y ait une dimension plus contemplative, poétique, parce que le territoire reste un personnage important, voire central dans le film. C'est le territoire qui a été le facilitateur de cette rencontre-là. Donc, il y avait cette volonté aussi de le mettre en valeur dans toute son immensité, sa splendeur, son caractère, ses tempêtes, puis qu'il fasse écho finalement à l'expérience qui a été vécue. Il y a certaines métaphores en lien avec la forêt, les arbres. Donc, on va aussi à la rencontre du territoire dans ce documentaire-là, à mon sens, de manière, oui, un peu plus spirituelle, émotive et poétique, plus que dans sa dimension physique ou géographique simplement. Là. Le film, comment moi je l'ai perçu, c'est le regard d'une Québécoise qui vient à la rencontre du territoire Innu, qui vient à la rencontre des Inuits. Est-ce que c'était cette perspective-là que vous vouliez donner au film? Pour moi, c'est vraiment cette idée de la rencontre et de donner la parole finalement tant aux Inuits qu'aux Allochtones du groupe. Il y a eu un effort de représentativité aussi dans les témoignages, bien que les Inuits occupent un peu plus la place à l'écran et prennent davantage la parole. Je pense que dans leur expérience, il y avait une dimension aussi additionnelle qui était toute la question de la réappropriation du territoire, de la culture, de leur identité que les Allochtones ont évidemment moins vécu. Donc, c'est important pour moi d'aborder ça. Et puis, mais pour moi, j'ai essayé de me soustraire, bien sûr que ça passe à travers mon regard, mais il y avait une volonté quand même de me soustraire et de vraiment laisser les membres de l'expédition s'exprimer sur leur expérience. Donc, vous êtes quand même l'instigatrice du projet. Sur le terrain, c'est sûr que là, c'est une expédition, mais c'est un tournage aussi d'un documentaire, donc ça ajoute une autre couche en parallèle. Sur le territoire, qui guidait vraiment? Est-ce que c'était des Autochtones qui guidaient les Québécois sur leur territoire ou c'est des Québécois qui guidaient les Inuits sur leur territoire? Alors, il y avait une équipe de 4 personnes à l'encadrement. Il y avait 3 leaders d'expédition qui étaient 3 Allochtones qui ont une formation comme guide d'aventure, qui encadrait tout le volet logistique, sécurité. Puis il y avait un accompagnateur Innu qui était un facilitateur, si on veut, plus pour la notion de rencontre culturelle, de ramener aux éléments plus de la culture traditionnelle aussi. Puis en fait, une fois sur le terrain, nous on aimait bien utiliser le terme plus
leader d'expédition et non guide, c'est-à-dire que la vision était vraiment celle d'une équipe qui part en expédition. C'est important que tout le monde soit consulté lors des prises de décision par rapport à l'itinéraire, par rapport à comment tout allait se dérouler, se passer. C'est des consultations aussi qui ont été faites en équipe en amont. Puis une fois sur le terrain, c'est sûr que ça prend des gens pour prendre les décisions pour tout ce qui touche à la sécurité, pour encadrer, pour orienter, qu'il y ait une transmission aussi d'un savoir-faire, de connaissances et compétences en plein air pour vivre l'expédition hivernale, parce que ça reste des vraies conditions d'expédition. Là. Les monts Wapishka, on peut le voir notamment dans le film, c'est pas une balade dans le parc, là. C'est quand même une réelle expédition. Il y a des conditions qui peuvent être très difficiles, d'adversité, de météo changeante, de tempête, d'environnement. Il n'y a pas de sentier balisé, donc on est dans la pure navigation, on trace notre itinéraire. Donc, il y avait un effort pour que l'ensemble du groupe soit consulté pour les décisions. Mais reste qu'effectivement, il y avait des personnes en charge de trancher, si on veut. Geneviève Achini, rapidement, est-ce que cette expédition-là vous a donné le goût de vous reconnecter avec le territoire et de peut-être en prévoir d'autres dans le genre pour les membres de votre communauté? Oui, très certainement. Je veux dire, c'est sûr que justement, ces jours-là passés dans le territoire a amené justement cette envie de vouloir me reconnecter encore plus sur le document. Puis ça, je le mentionne souvent. Durant l'expédition, je me sentais vraiment, je me sentais chez moi. Je me sentais bien dans ça. Puis c'est sûr que oui, c'est quelque chose que je souhaite reproduire, mais c'est quelque chose aussi que je souhaite à d'autres, dans le sens que c'est sûr que au niveau de mes compétences en termes de plein air, moi, personnellement, c'est pas quelque chose que je vais pouvoir recréer. Par contre, je vais pouvoir encourager les gens, pouvoir y aller, puis de vivre ce mode de vie-là, qui était le nomadisme avant, mais de façon totalement différente, oui. Mais au moins se permettre de le connaître un peu. Qu'est-ce que... C'est juste visiter un peu ce que nos ancêtres vivaient, nous permettre, je pense, de cette fierté-là, puis de voir d'où on arrive, puis d'essayer de tenter de continuer de la façon dont eux autres aussi ont vécu. Très rapidement, en terminant, c'est comment qu'on fait pour aller voir votre film si jamais nos auditeurs aimeraient le voir? Là, présentement, il est en tournée de projection et en festival. Il y a eu plusieurs projections cet automne et il y en aura d'autres à l'hiver très certainement. Ce qui est confirmé pour l'instant en janvier, février, c'est Fermont, Bécomo et Sept-Îles. Donc, le film repart sur la Côte-Nord. Toutes les dates et les détails Marie-France Lécuyer, Geneviève Achini, Tchekesmeton, merci de votre présence à l'émission. On souhaite bon succès à votre film. Merci. Merci. Vous écoutez Kwe Bonjour avec Alexis Wawanoloat et Sophie-Claude Miller. Donc, nos invités nous disaient que s'il y en a qui sont intéressés à suivre les activités du film, vous pouvez aller sur la page Facebook du projet Wapishka, donc UAPISHKA. Hey, revenons à notre visite au musée McCord, Sophie-Claude. On a eu vraiment un bon moment, toutes les deux, à aller voir cette exposition-là qui est... culturel, juridique, historique. Les deux ont trouvé notre compte. Ouais, là. c'est ça. Ah oui, c'était vraiment agréable. J'ai aimé la petite touche de modernité par Scawenati aussi, Ouais. artiste souvent beaucoup plus digital de la nation Mohawk. C'était vraiment... On était très privilégiés que Jonathan L'aîné est venu, a fait la visite guidée avec nous. Donc, c'est celui-là qui a monté l'exposition. On a eu vraiment tout un privilège. Donc, on vous... passe cette entrevue-là. Alors, on est avec Jonathan Lainé au musée McCord pour l'exposition sur les wampum. Alors, bonjour Jonathan. Bonjour. Donc, pourquoi est-ce que une exposition sur les wampum, c'est pertinent en 2023? Le wampum, même si c'est des objets qu'on connaît pas toujours bien ou qu'on n'a pas entendu beaucoup parler, c'est quand même des objets très importants. Encore aujourd'hui. Historiquement, ce l'est, parce qu'on sait que ce sont des objets qui témoignent d'alliances fondatrices, moi que je me plais à dire, fondatrices du pays actuel. Mais aujourd'hui, les objets revêtent encore
un aura de mystère, de fierté, de revendication. Fait qu'on s'est rendu compte, entre autres avec les gens qu'on a consultés, que le wampum est très, très encore vivant aujourd'hui. Puis les choix des pièces, dans le fond, parce que c'est pas toutes les nations autochtones au Québec qui utilisaient les wampum, le choix des pièces sélectionnées pour l'exposition, comment vous avez fait ça? Bien, en fait, la base de l'exposition a été développée avec le Musée du Quai Branly de Paris. Alors, on a travaillé avec la structure de l'exposition et les textes qui avaient été déjà développés et les 18 objets qu'ils nous ont prêtés, le Musée du Quai Branly de Paris. Sauf que nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a rassemblé, en fait, pas mal toutes les wampum du Québec et de l'Ontario dans les différentes institutions publiques, mais on a aussi un prêt d'une collection privée. Donc, il y a plusieurs institutions qui ont prêté leurs objets, mais pas seulement des wampum, mais aussi des brassards, des médailles, toutes sortes d'objets qui témoignent de ce monde diplomatique là, qui a eu lieu pendant 2 siècles là, dans le nord-est de l'Amérique. Alors, c'est ça, on a réussi à regrouper en tout 40 wampum. Ce qui est exceptionnel, c'est historique. Nous, ce qu'on pense, c'est que depuis que les wampum sont dans les musées, jamais ça s'est fait de regrouper accessible à un public autant de wampum. Oui, non, moi non plus, j'ai jamais vu ça. Là. C'est vraiment impressionnant. Puis, dans le fond, les nations qui sont représentées dans cette exposition, c'est lesquelles? En fait, on a travaillé, le Quai Branly et nous, avec la nation Abénaquise, donc avec Odanak, avec Nicole Obomsawin, entre autres, qu'on voit dans certaines vidéos. On a travaillé avec Wendake, donc nation Huron-Wendat, et pour la version ici de l'exposition au musée McCord-Stewart, on a aussi travaillé avec Kanesatake et avec d'autres gens Mohawk. Donc, en gros, c'est les 3 nations principales qui sont concernées. Donc, Abénaquis, Wendat, Kanien'kehá:ka, Mohawk. Est-ce que vous avez une pièce préférée dans l'exposition? J'en ai plusieurs. C'est très difficile d'en énumérer une. Ici, le Two Dog Wampum Belt, le wampum aux 2 chiens qui vient de Kanesatake, il est spectaculaire. Mais il y a d'autres wampum Wendat que c'est sûr, mon cœur va toujours être avec eux. Mais je dois dire que le wampum Abénaquis, qui a été envoyé à Chartres en 1699, à mon avis, c'est probablement le plus beau au monde. De la façon qu'il est fabriqué, sa taille gigantesque, mais aussi la qualité des perles. Les perles, il y en a peut-être 10 000 ou 11 000, elles sont toutes uniformes et très foncées. C'est vraiment un wampum top qualité. On parle des wampum, perles de la diplomatie. Dernièrement, il y a eu un jugement très important où on a ramené la chaîne de Covenant et on a parlé des wampum, donc Reine contre Montour sur l'importation de tabac, qui vient complètement changer la perception s'il est tenu dans les cours supérieurs. Puis le droit, comment on va administrer les droits ancestraux. Puis on se base sur justement de ces alliances-là, puis des protocoles qui étaient faits avec les wampum. Est-ce que un événement comme ça nous démontre à quelque part comment c'est contemporain cette exposition-là? Mais je pense que c'est un bon parallèle, effectivement, du côté très actuel des wampum. Les wampum en tant que témoins d'alliances. Les alliances, tu sais, un traité, là, c'est pas obligé d'être un traité territorial, une cession territoriale. Il y en a eu, mais avant qu'il y ait des cessions territoriales, il y avait des traités de paix, des alliances militaires, il y avait des alliances pacifiques, et tout ça, c'est constitutif du pays aujourd'hui. Pourquoi? Mais parce que sans ces alliances-là, il n'y en a pas de pays aujourd'hui comme Donc, les alliances fondatrices avec les nations autochtones, oui, elles ont encore leur pertinence aujourd'hui. Bon, c'est sûr que ça passe très souvent par les tribunaux, mais de voir que les tribunaux s'y attardent et les considèrent aujourd'hui, moi, je trouve ça fascinant. Est-ce que maintenant, l'exposition wampum va générer un buzz, générer un intérêt, renouveler une compréhension? Espérons-le. Parce qu'on voit dans l'exposition, justement, que pour que les paroles en diplomatie soient valides, il fallait arriver avec un wampum, il fallait présenter le wampum pour que le traité verbal soit accepté puis soit valide. Voilà. Mais ça, c'est un des enjeux aujourd'hui, c'est que souvent, malheureusement, et on le voit dans l'exposition, il y a une quarantaine de wampum d'exposés, mais il y en a peut-être le quart seulement
ou en tout cas, peut-être, je sais pas moi, une quinzaine qu'on peut rattacher avec une communauté directement. Ça veut dire que, tristement, parfois, l'histoire de l'objet et tout le message qui était rattaché à l'objet, ben, il s'est perdu à quelque part. Parce que à l'époque, le gardien des wampum, lui, là, il pouvait en parler pendant un après-midi au complet, là. Il était non seulement le gardien des wampum, mais il était aussi gardien de l'histoire qui venait avec le wampum, puis de l'alliance qui venait avec le wampum, si je me trompe pas. Absolument. Et cette alliance-là, ben, il faut l'expliquer. Il faut expliquer d'où elle vient, qu'est-ce qu'elle signifie, qui est impliqué. Donc, c'est pas juste un petit texte qui dure une page, 8,5, 11. Le disciple qui en parlait, il racontait, et ça fait partie de l'histoire orale. Donc, ces objets-là, matériels, sont le véhicule de l'histoire orale. Maintenant, quand les wampum sont dans les musées depuis 100 ans, 150 ans parfois, ben, ce message-là n'a pas pu être répété parce que il était détaché, l'objet était détaché de l'oralité, finalement. Puis, en fait, souvent, là, dans certains musées, on peut dire qu'ils se sont appropriés les objets d'une façon pas nécessairement appropriée, là, disons, là. Ben, si on considère que les wampum, c'est des objets qui témoignent d'alliances internationales, ce sont des objets nécessairement de propriété collective. Oui. Donc, si un individu a ça parce qu'il l'a reçu de son grand-père ou peu importe, et il le vend, bien là, ça devient une vente individuelle. Oui. Donc, effectivement, on peut questionner la légitimité, le caractère éthique et même moral de cette vente-là. Un autre phénomène qui s'est produit aussi, c'est qu'il y a des conservateurs, pas des conservateurs, des collectionneurs, ils acquièrent un objet et là, ils distorsionnent complètement le sens original de l'objet et lui donnent une autre signification. Mais malheureusement, c'est cette signification-là, cette interprétation-là qui a été véhiculée pendant des dizaines d'années. Alors, ça a carrément perverti le sens original, mais c'est ça qui a été diffusé dans des publications, dans des expositions. Donc, il faut, nous, en tant que chercheurs autochtones, personnes autochtones, se réapproprier le sens de ces objets-là, ce qui signifie parfois déconstruire ce mythe-là qui a été créé autour de nos objets. Puis, est-ce que les objets, en général, ils sont quand même assez en bon état? Est-ce que ça a été un challenge en termes de préservation? C'est vrai qu'en général, ils sont en bon état. Il y a des pièces super anciennes, comme celle-ci, par exemple, qui vient du musée du Quai Branly. Elle date probablement du 17e siècle. On la regarde, puis elle est quasiment impeccable. C'est extraordinaire. Oui. Ceci étant dit, plus loin dans l'exposition, il y a des pièces qui sont très endommagées, qui sont brisées en deux. Il manque beaucoup, beaucoup de perles. Mais c'est ça. Ça dépend toujours comment on les conserve. Si ça va à l'humidité, si on les malmène, si on les brasse, ça demeure des objets anciens faits avec des petits matériaux. Les perles en soi sont assez résistantes, mais le cuir peut casser, le chanvre ou le lin ou le coton, peu importe, pour les tisser, les perles. Si ça casse, ben là, toutes les perles peuvent s'échapper. Fait que malheureusement, il y a des objets qui sont assez endommagés. Mais en général, sont bien conservés, mais ça montre aussi l'importance qu'on leur accordait. C'est un objet prestigieux, c'est un objet important, mais on va faire attention de le préserver. Oui. Et à date, pour la clientèle qui vient voir l'exposition, est-ce qu'il doit y avoir beaucoup d'Autochtones, mais est-ce qu'il y a beaucoup de non-Autochtones qui sont intéressés par l'exposition sur les wampum? Oui, c'est sûr, c'est un sujet qui est assez niché, hein, parce que comme tu sais, les wampum, c'est pas un sujet qu'on enseigne nécessairement à l'école, hein. Et pourtant, c'est fondamental dans l'histoire du pays. Fait que oui, les non-autochtones sont intéressés. Nécessairement, quand on vient d'un musée d'histoire, on veut apprendre. Fait qu'on a une ouverture. Mais c'est vrai qu'il y a une très forte clientèle autochtone. On a misé là-dessus. On a organisé des groupes de jeunes et même des groupes communautaires qui vont inclure des aînés. Il va y avoir des centaines de personnes qui vont venir par autobus, littéralement, pour visiter l'exposition. Aujourd'hui, il y avait des jeunes de Kanawake du secondaire. Je pense qu'il était quelque chose comme 80. Là. Fait qu'il y a beaucoup de monde qui vont venir voir l'expo. Ah, c'est super. Puis ils doivent être fiers de voir une partie de leur culture ici. Là. Bien, nécessairement. C'est sûr que parfois, ça crée des sentiments mitigés parce qu'ils se disent, ouais, mais pourquoi tous ces beaux objets-là sont entre vos mains et non entre les nôtres? Mais là, il faut expliquer l'histoire des collections, comment c'est sorti des communautés. Tout s'explique, hein. C'est juste qu'il faut prendre le temps, il faut discuter. Mais effectivement, je pense qu'on peut en être fier parce que c'est des très beaux objets, c'est des objets prestigieux, c'est des objets qui nous appartiennent en quelque sorte. Fait que oui, je pense qu'il y a lieu d'être fier de tout ça. La collaboration avec le musée à Paris, est-ce que ça s'est fait facilement ou est-ce que ça a été ardu? Le musée du Quai Branly de Paris a vraiment été ouvert. En fait, c'est eux
qui sont venus vers nous. Et quand je dis nous, c'est nous, les historiens, chercheurs des communautés, des nations. Moi, ils sont venus me chercher en tant que spécialiste du wampum de Wendake, mais ils sont allés chercher une experte à Odanak et ils ont travaillé avec les Sénéca de l'État de New York. Donc, c'est vraiment eux qui ont ouvert leurs portes et qui sont allés chercher l'expertise nord-américaine pour documenter leur collection. Et des fois, ça peut paraître étonnant un peu parce qu'on a tendance à penser que les musées européens, ils ont une approche un petit peu plus coloniale, fermée, paternaliste. Ouais. Mais dans le cas du Quai Branly, vraiment, ils ont ouvert leurs portes puis ils sont intéressés à entendre nos voix et sont très intéressés à voir quelle couleur locale l'exposition a prise ici. Parce que là, il y a différentes perspectives, il y a d'autres objets. On a travaillé avec notre comité scientifique, on a consulté d'autres experts autochtones. Et eux, au Musée du Quai Branly, ils considèrent que leurs objets qui circulent, il y en a 18, c'est comme s'ils se nourrissaient finalement de tout ce savoir-là qu'ils ont acquis localement. OK. Ah, c'est vraiment intéressant. On est dans une intersection, à quelque part, avec les wampum, dans un objet culturel, un objet d'art, un objet de diplomatie, un objet de droit. Est-ce que on ressent cette intersection-là dans l'exposition? C'est un bon point. C'est vrai que cet objet-là, il est polysémique. Hein? Il y a tout ça en lui. Par sa manufacture, il est très beau, mais par son message, là, il prend une connotation diplomatique et légale, juridique même. Nous, dans l'exposition, on a moins insisté sur le côté de l'interprétation et de tous les aspects politiques, parce que en tant qu'institution, on peut pas raconter l'histoire des nations qui sont concernées par les objets, mais dont on connaît pas l'origine, parce que sinon c'est comme si on parlait à la place d'une autre nation. Par exemple, mais par contre, quand on connaît la provenance des wampum, comme celui-là de Kanesatake, plus long, il y en a un de Wendake, mais là, on a demandé aux gens de les interpréter eux-mêmes. Donc, leur perspective politique actuelle et historique et légale est véhiculée dans l'exposition. Mais la façon qu'on les a présentés, vous allez voir dans les vitrines, on a voulu insister sur l'objet. Donc, toute la scénographie, c'est très, très sobre. Hein? Les lettres, les lettrages, on n'a pas voulu voler la vedette finalement aux objets avec plein de froufrous puis de flafla autour. Les objets sont mis en valeur dans des vitrines, les vitres sont basses, fait qu'on peut se pencher vers les objets et les observer, les photographier. Donc, on a voulu vraiment mettre l'insistance sur le côté esthétique, dans ce cas-ci, des wampum, sans enlever, bien entendu, leur importance légale et politique et tout ça. Est-ce que vous pensez que ça va être un leg, cette exposition-là, ou que on peut avoir un leg à la communauté, un leg qui peut être culturel, artistique, ou juridique puis diplomatique? C'est une bonne question. C'est toujours difficile de jauger ou de prévoir ou de prédire qu'est-ce qui va en ressortir. Mais chose certaine, on s'est dit que de rassembler toutes ces wampum-là ensemble, ça risque en tout cas c'est notre souhait, que ça génère des discussions, des réflexions. Est-ce que les gens vont se réapproprier? Est-ce qu'ils vont réaliser des choses? Est-ce qu'ils vont redécouvrir des choses? Est-ce qu'il y a des wampum qui sont inconnus, qui vont être désormais connus parce qu'un individu va dire « Hey, mais moi, j'ai une photo de mon grand-père, ça me dit quelque chose. » Tu sais, peut-être. Alors, c'est ça qu'on veut, entre autres choses, que ça provoque cette exposition-là, que ça génère des réflexions, des discussions. Et si ça peut relancer l'importance du wampum aujourd'hui, ben ça sera un accomplissement incroyable. Mais maintenant, ça appartient aux visiteurs puis aux nations de provoquer tout ça. Nous, c'est notre offre, c'est ce qu'on offre, c'est ce qu'on propose. Mais je pense que les possibilités sont là. Jonathan Lainé, merci beaucoup. Tiawek. Meanwhile, they
Sina Eko Jini Peimia Minuat Peiko Mamuitu Jikaisha Ndwa Sina Eko Jawab Ko Ndwa Teko Eko Jana Kamto Ni Pai Miana Ni Pai Miana You know Je tend to go Then you know, you know, you know, Ni Miana, you know, je soigne ma tôt, toi c'est moi. Alors, on écoutait Florent Volant avec Nipa Nyaman de son album de Noël paru en 2006. Juste une petite précision par rapport à l'entrevue au Musée McCord avec Jonathan Lainé. Faut se rappeler que ça a été fait avant le 3 décembre, donc malheureusement, il y a une pièce qui ne sera plus disponible, qui était très impressionnante, mais l'ensemble de l'exposition est quand même... ça vaut le détour. Ça vaut le détour, là. Mm-hmm. Donc, faut y aller. Oui, puis on rappelle aussi que les mercredis, après 5 heures, c'est moitié prix. Donc, ça vaut la peine si on a un budget un peu plus serré. Actualité. Oui. À Wahat Makmaliotenam, la DPJ est venue dans la communauté pour prendre un enfant. C'est pas la première fois, en fait. C'est pas la première fois. Ben, on le sait que la politique qu'on peut qualifier de coloniale, de prendre les enfants, les amener dans des familles non autochtones, et en quelque sorte une poursuite de l'œuvre des pensionnats. Donc, on a une multitude de témoignages d'enfants autochtones qui ont passé par ces systèmes-là, qui ont perdu leur culture, leur langue. J'en suis une. Donc, ce qui s'est passé, c'est pas la première fois que je vois ça spécifiquement dans cette communauté-là de Uashat Makmaliotenam. C'était hier soir, cette semaine en fait, j'ai vu une famille, une dame qui disait, ben là, on a besoin de la population, la DPJ veulent prendre nos enfants, là, ils nomment la famille spécifiquement, là, je vais garder ce confidentiel pour des raisons de respect. Là. De respect et de droit, parce qu'on n'a pas le droit de parler de cause. Ça serait un outrage au tribunal. L'avocat qui parle, désolé. J'ai pas l'intention d'aller là du tout, mais merci du rappel. Donc, oui, c'est ça. Donc, c'était la DPJ, la Direction de la protection de la jeunesse, qui voulait placer ces enfants
enfants-là chez des non-autochtones. Donc, là, ils ont invité tout le monde de la communauté à venir à l'adresse où habitait cette famille-là. Et dans le fond, ce qui s'est passé, c'est que les femmes de la communauté, ils ont bloqué l'accès. Donc, je présume qu'ils ont fait comme un genre de barricade où est-ce qu'ils se sont toutes mis une à côté de l'autre pour que la DPJ et la police n'aient pas accès aux enfants. Et ce serait le chef de la communauté qui aurait renversé la décision de la DPJ et les enfants vont être placés dans une famille, mais au sein de la communauté. Donc, tu sais, moi, je peux comprendre qu'il y a certaines situations familiales qui pour le bien-être de l'enfant doit être retiré du milieu familial, mais est-ce que vraiment les options de regarder qu'est-ce qui est possible dans la communauté avant de les envoyer directement avec des non-autochtones, peut-être que ça aide à réduire un peu le choc. Oui, ben ça aide à réduire, ça fait surtout en sorte, moi, je travaille avec les Atikamekw qui ont une entente de services qui ont fondé le système d'intervention et d'autorité Atikamekw, qui fait en sorte que les enfants sont placés prioritairement dans des familles Atikamekw. Donc, ne perdent pas la langue. On généralement une continuité avec les activités culturelles. Donc, ils ont accès aussi à leur culture. À leur culture, c'est ça. Donc, ils se retrouvent pas déboussolés quand ils arrivent à 18 ans. Tu sais, faut se rappeler que c'est souvent ça qui arrive avec des enfants qui ont passé par ce système-là. Oui. Ils arrivent à 18 ans, ont pas eu contact avec leur culture, ont pas eu contact avec leur langue, avec leur territoire, reviennent souvent dans leur communauté. Oui, je voudrais revenir, j'ai 18 ans, parce que souvent, qu'est-ce qui arrive en plus quand on a 18 ans puis on est un enfant de la DPJ, c'est qu'on te donne ton sac de poubelle et voilà, tu es rendu autonome. Oui, la travailleuse sociale qui va dire « Ah, tu m'appelleras », mais non. Maintenant, la nouvelle LPJ, la nouvelle loi de la protection de la jeunesse a des mesures pour aider la transition vers la vie adulte, mais la nouvelle LPJ a aussi des priorités par rapport au placement qui devrait être respecté par les DPJ. Donc, la priorité devrait être avec une famille autochtone ou une famille de la communauté d'où vient l'enfant. Parce que ajouter le déracinement à une situation déjà stressante, c'est clair que ça a un impact à moyen et à long terme sur le développement de la personnalité. Puis de l'identité de l'enfant qui va devenir un adulte plus tard. Oui, donc, on sait que beaucoup de communautés développent aussi leur propre loi de la protection de la jeunesse. Il y en a une au Québec qui a fait la démarche, c'est Opitchouane. À ma connaissance, je travaille dans le domaine, donc j'ai regardé le répertoire des communautés qui sont en train de développer leur loi. C'est disponible sur un site là, du gouvernement canadien pour les affaires autochtones. Je pense que Wahat Malmayotenam est en train de développer aussi son propre système de protection de la jeunesse. C'est beau à voir, puis ça réchauffe le cœur. J'espère de tout cœur que ça va se réaliser pour l'avenir des enfants à venir. Ouais. Caribou. Oui, il y a en Iou-Ishti. À Iou-Ishti, oui. Ishti, m'excuse. Ishti. 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 C'est l'abbé James. Donc, il y a eu un communiqué de presse qui est sorti le 20 décembre en collaboration avec la Nation Cri d'Iou-Ishti, la Nation Cri de Chisasibi et la Nation Innu, qui dénoncent conjointement les activités de chasse et de guidage non autorisées sur le territoire d'Iou-Ishti, donc dans la baie James au Québec. La population de caribou au Québec qui est quand même assez vulnérable et fragile, là, surtout quand on met en lumière la saison des feux de forêt qui a eu lieu cet été. Le territoire est grandement affecté. Donc, là, il y a des discussions qui sont en cours pour sauvegarder la population puis assurer une gestion durable de la chasse dans le territoire d'Iou-Ishti. Donc, ça va être on va garder un œil ouvert là-dessus, puis on va essayer peut-être d'avoir un invité pour venir nous en parler en janvier, là, en 2024. Donc, il y a eu une affaire dernièrement qui a retenu notre attention au point de vue juridique. Moi, c'est sûr qu'à titre d'avocat, je regarde beaucoup ça, les droits des peuples autochtones. Dans une histoire où un Kanen'gaga de Kanesdake avait été, donc les Mohawks de Kanesdake, avaient été accusés, lui et son comparse, de trafic ou d'importation illégale de tabac. Ouais. On a eu un arrêt des procédures dans cette affaire-là parce qu'on a déterminé que les droits
autochtone comprenait celui de pouvoir survivre, de pouvoir subvenir à ses besoins, de pouvoir se développer économiquement. C'est toute une nouvelle approche que ce jugement-là a eue, Oui. une nouvelle approche du droit qu'on vient complètement parce qu'avant, on était dans les tests de Van der Peet. Donc, Van der Peet, c'est un arrêt de la Cour suprême qui venait se demander si notre droit ancestral était spécifique à notre nation et est-ce que ce droit ancestral-là était pratiqué au moment du contact avec les Européens? Donc, on était très, très, très cristallisé dans le passé, stéréotypé. Oui. Cette décision-là a été portée nécessairement en appel par les gouvernements coloniaux. C'est la reine contre Montour. C'est un jugement très important. On va voir comment ça va être reçu par les tribunaux d'appel, mais on en a pour plusieurs années encore, sûrement, de débats judiciaires. Oui, c'est assez important. Je veux te souhaiter à toi et nos auditeurs une bonne année. Oui. C'était le solstice aussi dernièrement, le retour de la lumière. Oui. Pour ceux qui fêtent Noël, joyeux Noël. Oui, exactement. Un bon temps des Un bon fêtes. temps des fêtes. Soyez en sécurité. Puis si vous avez besoin de parler à quelqu'un aussi, il y a des lignes d'aide. Prenez soin de vous, prenez soin des autres. Et on a hâte de vous retrouver en 2024. Sophie-Claude Miller, Alexis Waonolat. Mathieu Métier et Claire Guérin et Sylvestre Déterre à la recherche.